Lorsque le 13 avril 1655, Louis XIV avait tout juste 17 ans et revêtu de son habit de chasse, fit irruption devant les députés, les représentants du Parlement de Paris, qui étaient réunis pour juger de la validité des lois de finances inspirées par son ministre cardinal de Mazarin, Louis XIV se vit opposer par cette improbable assemblée une notion nouvelle par rapport à celle du droit divin, la notion de l'intérêt de l'État. L'intérêt de l'État. Alors que le futur roi Soleil ait en ces lieux prédémocratiques prononcé ou non la célébrissime phrase ne changera rien au cours de l'histoire, mais ce qui est par contre certain, c'est que la fin du XVIIe siècle allait marquer l'émergence d'une entité nouvelle, une entité moderne, interface nécessaire entre les deux, le pouvoir et l'État, au gré des convulsions révolutionnaires et politiques du moment. C'est d'ailleurs ainsi que ce même Louis XIV, sur son lit de mort 60 ans plus tard, en 1715, a prononcé cette phrase, celle-là avérée, et pas forcément apocryphe: « Je meurs, mais l'État demeurera toujours ». De fait, le thème du rôle de l'État nourrit régulièrement les réflexions des politologues, écrivains, analystes, journalistes de tous bords, en réunissant néanmoins toutes ces personnes, tous ces penseurs autour de l'idée socialement correcte que l'État se doit avant tout de servir le peuple, mais en les divisant néanmoins sur l'idée de comment servir le peuple. D'où la nécessité, m'a-t-il semblé, de contracter ces deux questions en une seule: à quoi sert l'État? Et sous cette question de faire pointer son complément: à quoi l'État devrait-il servir? Alors c'est pourquoi je vais m'efforcer de déterminer si les objectifs assignés à l'État actuel par le peuple sont correctement atteints par lui, mais aussi et surtout si ces missions, qui lui sont ainsi assignées et définies, sont bien celles qu'un peuple adulte et responsable se devrait de lui confier. Alors, je précise que les différents chiffres que je vais vous livrer au cours de cet entretien sont issus de la loi de finances de l'année 2012, mais que les ordres de grandeur sont assez similaires à ceux d'aujourd'hui, puisque, par exemple, le total des recettes nettes du budget général avant impôt s'élevait à 300 milliards en 2018, elle s'élève à 291 milliards en 2012. Quant aux collectivités locales, qui représentent, vous le savez, quasiment un État bis, 215 milliards en 2012 contre à peu près la même somme en 2018. Donc, les chiffres sont issus essentiellement de la loi de finances de 2012, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils sont tout à fait significatifs par rapport à ceux d'aujourd'hui. Alors, on va étudier successivement les principales grandes missions de l'État: la sécurité intérieure, la sécurité extérieure, l'État-providence avec ses 4 grandes rubriques: la santé, la retraite, le chômage, l'aide sociale. Ensuite, nous étudierons la monnaie, nous survolerons plutôt la monnaie, puisque chaque rubrique pourrait faire l'objet à elle seule d'une conférence entière. Ensuite, l'éducation, la culture, l'agriculture, l'écologie, l'économie et l'emploi, et puis, en conclusion, on dressera une piste vers ce qu'on pourrait appeler l'État-serviteur. Alors, tout d'abord, la sécurité intérieure, sur laquelle je passerai assez rapidement. On sait que c'est une fonction régalienne, historique, et je rappellerai que depuis l'avènement de la civilisation industrielle, cette mission de l'État est assurée par les pouvoirs séparés de la police et de la justice, dont l'action complémentaire mais a priori non concertée est censée garantir le respect des libertés fondamentales des individus. Ces deux missions assemblées représentent un budget d'environ 25 milliards d'euros, soit à peu près 10% du budget global de l'État central. 10%, ça peut paraître beaucoup ou ça peut paraître pas beaucoup, selon le cas. Je passerai donc rapidement en disant que le rôle de l'État dans ce domaine très sensible
de la protection de l'intégrité des biens et des personnes ne devrait pas être celui de réprimer les atteintes aux biens et aux personnes, mais de faire en sorte qu'elles n'aient pas de raison de survenir. Or, il est bien évident que, vu sous cet angle, ce rôle, ce fameux rôle régalien par essence, n'est pas réellement assuré, puisque l'insécurité des biens et des personnes est en progression constante depuis ces dernières décennies. Je vous ferai grâce, bien entendu, des chiffres fastidieux mais bien connus qui démontrent cette progression, afin aussi d'évacuer par avance le reproche qui pourrait m'être fait de tenir un meeting sécuritaire, ce qui bien entendu n'est pas le cas. Mais bon, force est bien de constater que sur cette première mission réunie de la sécurité intérieure, l'échec est avéré par les chiffres, patents et visibles à l'œil nu, dans ce domaine de la sécurité intérieure. Donc, pour aborder les autres inefficacités qui me paraissent plus significatives de l'État, plus révélatrices aussi parce que réellement systémiques. On va parler quand même de la sécurité extérieure. Le budget de la défense, 35 milliards en 2018. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la défense? Si on part du principe qui veut que le peuple attende de l'autorité interne qui le ponctionne financièrement, si on part du principe que le peuple attend de lui un bouclier protecteur contre les envahisseurs extérieurs, complété par le constat que les affrontements armés entre nations sont généralement le produit de conflits d'intérêts entre des pouvoirs particuliers, des clans, des castes, des oligarchies, nous pouvons en conclure qu'un État responsable se devrait de gérer lui-même les conflits qui l'opposent au monde extérieur par l'utilisation de ses propres forces spécifiques. Autrement dit, le recours à la conscription est le symptôme premier de la démission manifeste d'un État se révélant incapable d'assurer la mission de sécurité qui lui a été confiée par le peuple souverain. Cette conclusion, me semble-t-il, est corroborée par le constat, me semble-t-il aussi peu discutable, que chaque affrontement international contribue beaucoup plus au massacre sanglant de millions d'innocentes victimes pour le compte des intérêts sectoriels de l'oligarchie régnante, à travers le bras armé de l'État, plutôt qu'à la grandeur d'une nation triomphante et supposée délivrée du mal extérieur. C'est ainsi que les glorieux appelés de l'an 2, qui croyaient avoir bénéficié d'une mort utile, durent être fort déçus lorsque l'Empire fut venu et que les 500 000 morts pour rien de la retraite de Russie ont pu leur tendre une main posthume et empathique. C'est ainsi aussi qu'en 1870, les peuples français et prussiens, abusés par la propagande politique du capitalisme naissant, contribuèrent à hauteur de 180 000 morts, 230 000 blessés et quelques 50 000 varioliques au règlement d'une simple peccadille entre deux castes opposées. C'est également la raison pour laquelle entre 1914 et 1918, ce sont 40 millions d'innocentes victimes qui payèrent le tribut d'une grande guerre uniquement motivée par les rivalités impérialistes et mégalomaniaques des plutocraties dirigeantes européennes de l'époque. Et quant à celle de l'an 40, qui fut le résultat direct, mais prévisible, de l'incompétence et de l'imbécilité politique d'une poignée d'oligocrates réunis dans un wagon de chemin de fer dans la forêt de Compiègne, elle détient le sinistre record mondial, toute catégorie, de 64 millions de victimes, témoignant ainsi sans équivoque aucune du caractère criminel de ces mêmes États contre leur propre peuple. En effet, aucun État n'a jamais été jugé pour avoir conduit de force ses administrés à l'abattoir des champs de bataille, au lieu d'avoir assumé, pourquoi pas, avec ses propres effectifs fonctionnaires, la contingence des combats. Il paraîtrait pourtant logique et juste que l'État, qui porte toujours l'entière responsabilité du déclenchement d'un conflit,
qu'il soit offensif ou défensif, ne soit pas autorisé à contraindre ses sujets à la mort probable, au prétexte qu'ils pensent détenir la vérité sur la nocivité de tel ou tel adversaire. On nous objectera, bien sûr, que, en France, le service militaire obligatoire est aboli. Malheureusement, il y a fort à parier que l'État ne serait pas long à se raviser et à mobiliser de force les populations si les intérêts de son commanditaire, l'oligarchie capitaliste, étaient d'aventure menacés, d'autant que l'abrogation du service militaire obligatoire n'emporte pas l'abrogation de la conscription en cas de besoin, et qu'un simple décret pris un soir ou une nuit à l'Assemblée nationale pourrait modifier le paysage législatif en un clin d'œil. Seule une inscription formelle dans la Constitution, interdisant par exemple à l'État de recourir au recrutement militaire forcé des individus, quelles que soient les circonstances, seule cette inscription claire dans la Constitution serait de nature à nous garantir un fonctionnement responsable dans ce domaine régalien. Alors ces trois fonctions régaliennes de base, sécurité intérieure, police, justice et sécurité extérieure, constituent ce que nous appellerons l'état minimal. État minimal que certains, tels les minarchistes ou les libertariens ou les anarchistes, par exemple, considèrent d'ailleurs comme devant être les seuls rôles dévolus à l'État. Ce fameux État veilleur de nuit, en quelque sorte. En termes chiffrés, ces trois rôles ne coûtent que 60 milliards aux contribuables, ce qui constitue, en termes purement chiffrés, une toute petite part des 500 milliards du budget général, 500 milliards budget général, si on ajoute l'État central et les collectivités territoriales. Ce qui signifie que l'essentiel du budget de l'État est consacré à d'autres tâches que ces trois tâches régaliennes, d'autres tâches que nous qualifierons de systémiques et qui me paraissent plus significatifs de l'impact de l'État sur l'organisation sociétale. Parce qu'elles sont en fait constitutives des fondamentaux de cette organisation sociétale et qu'elles déterminent les grandes orientations et les grandes tendances de la société dans laquelle nous vivons. Parce que ce besoin de sécurité primaire, police, justice, armée, s'est progressivement étendu à d'autres domaines, a priori moins fondamentaux, c'est ce que l'homme pensait avant, et l'appétit venant en mangeant, c'est ainsi que la garantie de l'État fut également sollicitée progressivement dans d'autres secteurs, qui sont devenus jugés légitimes pour assurer le degré de confort nécessaire à tout individu. C'est ainsi que naquit ce grand édifice protecteur dénommé État-providence. Grand édifice protecteur voué à intervenir pas seulement dans le domaine de la protection physique et patrimoniale des individus, ou dans la sécurité contre les agressions extérieures, mais également pour tout ce qui concerne la protection de chaque individu contre les aléas de la nature, maladie, contre l'inéluctabilité de l'affaiblissement physique, la retraite, contre les errements de l'activité économique, le chômage, et même contre tous les tracas en général de la condition humaine, l'aide sociale. Alors, voyons ce qu'on peut dire de ces quatre grands secteurs de l'État-providence. On va commencer par la santé. La santé, c'est le doyen de l'État-providence, qui a été créé en 1945, après que le Conseil national de la résistance, le CNR, ait inscrit à son programme un plan complet de sécurité sociale visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence dans tous les cas où ils seraient incapables de se le procurer par le travail. C'est ainsi qu'on pourrait croire que l'État, depuis cette date, assure la garantie santé pour tous les citoyens. Or, il n'en est rien, car, en dépit d'une fausse idée reçue, ce sont au contraire des agents privés qui organisent la protection santé et pas l'État. On a un exemple là, avec ce fameux droit à la santé, un exemple symptomatique d'hypocrisie et de compromission et en fin de compte de lâcheté de la part de l'État qui n'intervient qu'en tant que
législateur, je dirais timide législateur, et gendarme bienveillant, dans un dispositif où il conviendrait plutôt qu'il officie en tant que maître d'œuvre, fort, généreux et compétent. C'est ainsi que cet État, en effet, délègue à une corporation, à deux corporations issues de l'Ancien Régime, les médecins libéraux et les pharmaciens, la fonction de protection santé des citoyens, ces citoyens qui doivent se faire rembourser eux-mêmes leur consommation de soins et biens médicaux, CSBM, 180 milliards en 2011, par une machinerie globalement dénommée sécurité sociale, composée en fait de plusieurs organismes relevant théoriquement du droit privé, mais de fait en charge d'un service public et dont la gestion est confiée à des partenaires sociaux. Le tout sous un contrôle a priori de l'État et selon des règles qui relèvent de la loi, mais sans aller jusqu'à la fiscalisation. Ça revient en fait à définir une nouvelle forme de pouvoir régalien, mais financée par autre chose que par de l'impôt. Il est vrai que l'homme de la rue se soucie comme d'une guigne de ce capharnaüm juridique et amalgame allègrement la notion de service public et la notion de secteur public, c'est-à-dire la confusion entre la mission et le statut. Cette confusion participe d'ailleurs de la difficulté à saisir les relations entre l'État et la sécurité sociale, puisque beaucoup d'entre nous pensent encore que l'institution, fondée en 1945, est réorganisée par une ordonnance du 24 avril 1996, est un service public, mais ce n'est pas le cas. Pourtant, rien ne s'opposerait à ce que tout cet imbroglio soit réellement transformé en service public. L'État français actuel ne consacre que 1,37 milliard à son budget de la santé. Il pourrait utiliser, par contre, les 474 milliards, chiffre 2011, collectés par les administrations de sécurité sociale, qu'il pourrait collecter par l'impôt, puis pourrait requalifier les 160 000 salariés en fonctionnaires, ce qui ne changerait pas grand-chose d'ailleurs en termes de conventions collectives et d'avantages sociaux, par rapport à la convention collective de 1966, mais qui aurait par contre le mérite de la clarté, de la logique et du courage politique. Dans la mesure où le financement de services collectifs est assuré par des prélèvements obligatoires, il n'est pas acceptable que ce même service ne soit pas mis en œuvre par l'État lui-même, mais délégué à des professions libérales. La distinction spécieuse entre prélèvement obligatoire et impôt, dans ce cas précis, le distinguo fallacieux entre service public et secteur public, la démarcation trompeuse entre gratuité et remboursement, ne sont évoqués ici que dans le but de masquer la rebuffade de l'État devant l'obstacle de la gestion collective de la santé devant lequel il recule. Dans ce domaine encore, l'État fait la preuve de son inutilité, alors qu'en testant sa capacité à gérer un grand service public comme la santé, socialement stratégique et d'utilité incontestable, il pourrait tout au contraire faire la preuve de son talent. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire de la retraite ? Comme pour la santé, l'intervention de l'État dans ce domaine se limite en réalité au simple rôle de législateur éclairé. Ce qui ne l'empêche pas d'être considéré par l'homme de la rue comme principal interlocuteur et responsable unique pour les affaires de retraite. Mais encore une fois, on va voir que l'État recule devant ses responsabilités et refuse de choisir entre, par exemple, un système d'autonomie totale des systèmes de retraite avec liberté des cotisations et privation réelle des caisses, et un autre système qui serait une gestion publique financée par la fiscalité. En fait, tout le remue-ménage actuel auquel on assiste n'est qu'une forme de replâtrage pour ne pas choisir entre les deux systèmes, et en fait ne préfigure pas autre chose que l'écroulement complet du système prévisible d'ici 10 à 15 ans. La cécité du public, aggravée par l'hypocrisie du discours étatique dans le domaine des retraites, est comparable d'ailleurs à celui qui prévaut
pour les questions énergétiques. Dans les deux cas, la disette prochaine, retraite ou ressources énergétiques, est calculable, donc prévisible, par n'importe quel élève de CM2 capable d'obtenir la moyenne un simple problème d'arithmétique. Il devient à la longue véritablement harassant de rabâcher pour la 100 millième fois que l'allongement de la durée de la vie, doublé de l'accroissement démographique, doublé de l'augmentation du chômage et des prises en charge, doublé de la stagnation, ajouté à la stagnation de la croissance, débouchera inéluctablement sur une faillite annoncée du système par répartition. Mais la France d'en bas, comme on dit, s'en contrefiche. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'elle a pris l'habitude de réclamer ce qu'elle veut sans se préoccuper des calculs qu'elle juge alambiqués de ceux d'en haut. Il serait d'ailleurs malvenu de la part des politiques, de le lui reprocher, puisque la base de leur stratégie, tout parti confondu d'ailleurs, depuis 1945, date de création de la sécurité sociale et ensuite les autres prises en charge, vise à édifier un État-providence qui s'occupe de tout, qui veille à tout et déresponsabilise totalement le citoyen de base. Dans ces conditions, il ne faut pas s'étonner que les réactions du peuple déjà retraité ou futur retraité, fassent fi des raisonnements comptables, des équations algébriques, des courbes géométriques des ministères, en se basant sur le seul credo populaire et trivial: il y a bien de l'argent quelque part chez les riches, il n'y a donc qu'à aller le chercher là où il est. Et puisque le système par répartition n'est pas viable à court terme, et que même malgré un éventuel allongement de la durée du travail, il est évident mathématiquement que les retraites ne pourront plus être payées par ce système. Alors l'État va donc être contraint, d'ici 10 à 15 ans, de servir enfin à quelque chose ou de s'effacer. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant sur le chômage? Alors après la santé et la retraite, le chômage c'est le troisième volet de la protection sociale chapeauté par l'État. Dans les deux premiers cas, on a vu, santé et retraite, l'État intervient en tant que régulateur, législateur, chargé d'atténuer autant que possible les dégâts de l'ancestrale agression de la nature contre l'homme. C'est-à-dire qu'il délivre un niveau, il garantit un niveau de couverture minimale standard comparable à une assurance routière en matière de prévention routière, prévention automobile par exemple. Dans le cas de la protection contre le chômage, on entre là dans un domaine de garantie plus luxueuse, on va dire de type tout risque, dont les limites ne peuvent pas être fixées avec précision, mais dont le principe générateur englobe grosso modo tout ce que le mode de vie choisi et construit par l'homme lui-même, pourrait produire de néfaste à son encontre. Mais qu'il s'agisse de couvrir des garanties minimales ou des garanties optionnelles, le dispositif étatique du chômage conserve toujours, comme pour les deux premiers cas, son caractère hypocrite et alambiqué par la mise en place d'un système de droit exorbitant par le canal exécutif et les responsabilités qu'il revendique pourtant par la voie législative. Dans ce domaine encore, les données chiffrées font apparaître un cuisant échec pour l'État dans cette mission de garantie contre le chômage. Les données statistiques restent têtues et confirment que le taux de chômage a guère évolué depuis 20 ans, stagnant autour de 8 à 10% de la population active. Sur ce plan encore, la réalité de l'arithmétique souligne de manière éclatante la continuité de l'échec étatique qui, malgré de fréquents renouvellements de personnel fort peu dissemblables d'ailleurs les uns des autres, car tous issus des mêmes écoles du pouvoir, et tous parfaits serviteurs du capitalisme, cette réalité des chiffres confirme jour après jour l'incapacité chronique de l'État de mener à bien ce mandat dont il prétend avoir la charge, à savoir donner un emploi à tous les citoyens.
Mais afin de bien mesurer l'ampleur de ce naufrage, il convient de mettre en parallèle ces calamiteux résultats avec le budget que l'État engloutit pour les obtenir. Alors, pour bien calculer le budget, il faut d'abord comptabiliser les 4,5 milliards de fonctionnement interne de Pôle emploi, y ajouter les 34 milliards de cotisations versées, puis y ajouter les 12,7 milliards de la mission Solidarité, Insertion et Égalité des chances du budget général, complété par les 10 milliards de l'autre mission intitulée sobrement Travail et Emploi, du même budget général. Et enfin, ne pas oublier d'y mélanger une quote-part des prestations CAF, Caisse d'allocation familiale, liées à la précarité, RSA, allocation logement, c'est-à-dire faisant office de salaire de remplacement, mais non Pôle emploi. Soit 24,5 milliards. Le total s'élève ainsi à la somme de 61,5 milliards, soit l'équivalent du budget de l'Éducation nationale. Le tout pour un résultat quasi nul en termes de retour à l'emploi. C'est indéniablement une remarquable performance. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant du quatrième pilier de l'État-providence, l'aide sociale? L'aide sociale, quatrième pilier de la protection sociale étatisée. L'aide sociale est composée d'une galaxie de prestations en perpétuel changement et reconfiguration au gré des alternances électorales et aux alternances des norias technocratiques. Majoritairement servies par les caisses d'allocation familiale, les CAF, mais aussi par les conseils généraux, elles consistent en des versements de sommes d'argent sans contrepartie à des personnes que la société considère comme étant en difficulté, après étude administrative détaillée de leur situation, ce qui génère des calculs particulièrement ardus de la part des personnels CAF et l'utilisation d'un logiciel spécifique en perpétuelle remise à jour. Cette usine à gaz ne traite pas moins d'une quarantaine de prestations, toutes assorties d'une infinité de variantes, ce qui fait du dispositif d'aide sociale française un capharnaüm unique au monde. Afin de bien fixer les idées, il n'est pas inutile de rappeler que le total des 4 piliers, santé, retraite, chômage, aide sociale, représentait en 2009 597 milliards d'euros, soit environ 31% du PIB. L'aide sociale à elle seule peut être chiffrée à 102 milliards, chiffre 2011 toujours, dont 77 versés par les CAF et 25 par les conseils régionaux. Alors, il peut être intéressant d'imaginer que cette somme, par exemple, de 102 milliards, pourrait financer l'emploi de 3,5 millions de personnes payées au SMIC, soit environ 28% de la population active. Bon, c'est des chiffres saisissants qui illustrent bien le puits sans fond constitué par ce secteur de l'État-providence. Et là encore, fidèle à son habitude, l'État s'abrite derrière un montage juridique dont il possède le label exclusif. Alors au sommet, on a une organisation en réseau. C'est un établissement au sommet de cette organisation en réseau, il y a un établissement public qui s'appelle la CNAF, Caisse nationale des allocations familiales, qui finance l'ensemble des régimes de prestations familiales à travers 102 caisses régionales d'allocations familiales, qui elles sont des organismes de droit privé, mais assurant une mission de service public régie par le Code de la Sécurité sociale. L'État, lui, à travers le ministère des Affaires sociales, plus celui de la santé, plus celui du budget, plus celui du logement, exerce sa tutelle sur la CNAF en déterminant notamment les missions de la branche, les prestations qu'elle verse, ses ressources, ceci sans avoir la gestion du budget, mais en le contrôlant par l'intermédiaire de la Cour des comptes et de l'Inspection générale des affaires sociales, la fameuse IGAS. Enfin, une convention d'objectifs et de gestion, COG, signée tous les 4 ans, définit les relations entre l'État et la CNAF. Ce mécano infernal est censé aider à la rentabilité de l'État, formule très en vogue dans le langage politique de droite comme de gauche, tout en mettant en lumière le paradoxe
d'une institution qui reconnaît implicitement son incapacité à la gestion directe de secteurs pourtant reconnus, eux aussi, d'utilité publique. Alors, tout cet argent, voyons maintenant quels sont les résultats que l'État obtient, notamment dans la lutte contre la précarité. Ces actions d'aide sociale concernent principalement une partie de la population a priori dépourvue d'emploi et non alimentée par les caisses de l'assurance chômage, soit environ 3,5 millions de personnes. Chiffre intéressant à rapprocher des 7,5 millions dont je vous ai parlé tout à l'heure, je pense que j'ai dit 3,5 millions. Population à qui est octroyée une kyrielle d'aides fractionnées dont l'ensemble est regroupé sous l'appellation générique de minima sociaux. Il est intéressant de noter que ce secteur de l'aide sociale se cherche une politique claire et franche depuis des années, oscillant perpétuellement entre le concept de charité publique non avouée et celui de réinsertion sociale non aboutie. La modification, il y a maintenant 10 ans, du célèbre RMI, revenu minimum d'insertion, en RSA, revenu de solidarité active, témoigne en réalité de la faillite pure et simple du principe contradictoire consistant à coupler l'insertion professionnelle avec l'octroi d'une dotation inconditionnelle. En troquant l'insertion, le I de RMI, contre la solidarité, le S de RSA, l'État a reconnu il y a 10 ans officieusement son échec retentissant par rapport à son objectif de retour à l'emploi pour les plus pauvres et marque clairement son ralliement au système caritatif de l'Ancien Régime. Au-delà de cet aveu, il révèle également son incapacité à imaginer une troisième voie entre l'impossible réinsertion par la subvention et la stérile charité publique. Car l'idée selon laquelle une allocation financière pourrait être conditionnée par un service rendu à la collectivité ne paraît pas devoir être à la portée du cortex étatique qui semble irrémédiablement imprégné par l'échec des éphémères ateliers nationaux de février 1848, qui furent d'ailleurs plus torpillés par le retour au pouvoir des représentants du capitalisme en juin 1948 que par toute autre considération économique. Pour les mandataires de l'oligarchie économique, le principe de l'atelier national reste gravé comme un système dangereux en ce sens qu'il tendrait à responsabiliser le peuple alors qu'il vise pourtant à produire tout le contraire de l'effet anesthésiant diffusé par l'allocation inconditionnelle. Mais pour l'État, la paix sociale semble à ce prix du pain, des jeux et du RSA. Alors on va entrer maintenant un peu plus au cœur du système avec l'étude du rôle de l'État dans le processus de création monétaire. Alors pour la quasi-totalité des gens, c'est-à-dire pour tout le monde sauf les spécialistes de la finance, la monnaie c'est une chose à la fois familière et mystérieuse. Son processus de création, sa valeur d'échange, la nature des crises qu'elle génère régulièrement, reste pour l'homme de la rue un sujet de perplexité, mais un sujet de perplexité bien vite chassé par la quotidienneté de son usage, qui semble lui donner une existence évidente et une existence durable au même titre que le Soleil, la Lune ou le cours des planètes. Pourtant, les errements de la monnaie peuvent faire et défaire les gouvernements, grimper ou descendre les prix, s'écrouler des empires, comme l'Empire romain par exemple, et plonger des populations entières dans le chaos. Depuis que la monnaie existe, c'est-à-dire depuis l'Antiquité, le problème de sa vraie valeur, de sa crédibilité, pour tout dire de sa justification, a été régulièrement posé, créant des crises, soubresauts, créant des maladies inquiétantes dont les causes n'étaient pas clairement perçues par les malades et les remèdes pas toujours maîtrisés par ceux qui prétendaient le soigner. Depuis le néolithique jusqu'à l'aube de l'histoire, l'échange sous forme de troc a graduellement disparu du marché local
remplacée par l'utilisation, comme vous le savez, de biens intermédiaires comme le grain, le sel, puis on eut les métaux précieux, l'or et l'argent. Ça a commencé en Mésopotamie dès le 2e millénaire avant Jésus-Christ. Le problème, c'est que à partir d'un certain moment, et pour des raisons politico-économiques qui n'entrent pas dans le cadre de l'étude de ce soir, les pièces de monnaie commencèrent un jour à être frappées par le seigneur détenteur de l'autorité monétaire d'une valeur faciale supérieure à leur poids réel de métal, et plus encore, un petit peu plus tard encore, fabriquées avec du bronze, les pièces de billon. Et alors il apparut impératif que le seigneur qui frappait ces pièces, nous dirons aujourd'hui l'État, garantisse la valeur de cette monnaie, ainsi dévaluée, puisqu'elle ne correspondait plus à la valeur faciale, notamment, puis la garantisse dans son éventuelle convertibilité en métal véritable. Et c'est ainsi que le battre-monnaie fut édicté en fonction semi-régalienne de l'État, afin que ce dernier puisse assurer la sécurité de la monnaie, c'est-à-dire en termes plus clairs, se réserver le droit exclusif à la fabrication de fausses monnaies. Cette activité de faux monnayeur, connue d'ailleurs, ses ratés de jeunesse, avec de retentissantes débâcles comme les épisodes de l'emballement de la planche à billets, de la planche à frapper sous l'empereur Aurélien au IIIe siècle, la faillite de la Banque de Lowe sous la Régence en 1720, on avait fait appel à un Anglais, l'échec des billets Continentals américains vers 1780, et puis l'effondrement des assignats sous la Révolution française, mais le besoin de monnaie à chaque fois fut si fort que la confiance nécessaire au bon équilibre de ce système instable par nature, pourtant, revenait inexorablement. Et l'État récidivait alors de plus belle, sans dommage ni sanction, récidivait son facile ouvrage de faussaire impunissable. Mais la monnaie fiduciaire, pièces et billets, s'éloignait petit à petit par la suite, irrémédiablement, de sa réalité métallique, et dans le monde entier. Et après plusieurs suspensions sporadiques, se détachait définitivement de l'étalon or dans la deuxième moitié du XXe siècle, avec son abandon définitif par Richard Nixon en 1971. Dès lors, et sans référence à l'étalon or, la monnaie n'était plus rien d'autre chose que de la confiance. De la confiance imperturbablement vouée par un peuple à son état régulateur, ou du moins supposé tel. Un peuple avalant sans broncher la potion virtuelle de la finance dominatrice. Puis, cette monnaie fiduciaire, elle aussi, perdit à son tour de son importance, au profit cette fois de la monnaie scripturale. Et l'oligarchie bancaire déposséda l'État de son privilège de faux monnayeur, en silence, en douceur, mais en profondeur. Cette nouvelle monnaie, créée exclusivement par les banques commerciales, qui, en accordant des prêts, ne prélèvent pas l'argent à Paul pour le confier à Pierre, comme le croit encore le commun des mortels, mais fabriquent tout simplement de la monnaie à partir du néant, tout en équilibrant quand même leur bilan, puisque la dette du client, inscrite en actif, vient compenser la créance de la banque au passif. C'est ainsi que la comptabilité rejoint la magie, par l'application raisonnée du principe de la partie double, et que le clavier informatique remplace avantageusement la planche à billets. Plus propre, plus légère, plus rapide et moins chère, la frappe du clavier bancaire s'active jour et nuit, 7 jours sur 7, et transforme le bas de laine en colonne chiffrée. Cette monnaie scripturale fantasmagorique, qui ne repose que sur de pures conventions, échappe désormais à tout contrôle étatique. En effet, l'État, qui a été réduit au rôle accessoire de simple fabricant de quelques piécettes et bouts de papier-monnaie,
ne peut que constater impuissant les crises à répétition du système bancaire et l'instabilité de cette monnaie scripturale qui lui échappe. Alors, utilisant néanmoins son pouvoir législatif, s'efforce, tant bien que mal, de colmater les brèches par des mesures sporadiques, des mesures empiriques, des mesures aléatoires. Dans la mesure où l'alchimie monétaire n'est pas réellement maîtrisable. L'alchimie monétaire ne procède d'aucune équation irréfutable. Alors l'État tente de soutenir la fausse monnaie scripturale lorsqu'elle est menacée de perdition. Il tente de la soutenir en élaborant des mix de jeunes fausses monnaies fiduciaires issues de la planche à billets, assorties de fausses monnaies scripturales de deuxième niveau, c'est-à-dire de prêts accordés avec de l'argent qu'il ne possède pas, mais qu'il crée avec le caviar informatique. L'État prête donc aux banques de l'argent qu'il emprunte sur le marché financier, argent qu'il ne rembourse jamais, mais dont il paye éternellement les intérêts aux banques. Ce cycle infernal, non vertueux, s'appelle de la cavalerie. Pour le commun des mortels, ceux qui ont fait de l'entreprise et créé des entreprises savent ce que c'est. Et faire de la cavalerie, c'est passible de l'isolement carcéral. Mais en revanche, pour l'État, ça constitue la cuisine ordinaire et légale. L'État qui, par un extraordinaire incompréhensible, n'est jamais sanctionné pour cette pratique par le peuple souverain. En abandonnant sciemment son droit régalien sur la création monétaire, l'État moderne a failli au devoir essentiel qui lui était attaché, c'est-à-dire celui de garantir et de sécuriser un instrument volatile dont l'instabilité est pernicieusement masquée par la quotidienneté de son usage. Les banques commerciales, présentées par l'État comme de simples et dociles sous-traitants pour la création monétaire, sont en réalité devenus rapidement des décideurs incontrôlables en matière de création monétaire. Même si l'État veut nous faire croire qu'il détient les cartes maîtresses du jeu, ça n'est pas le cas. Les faits, au contraire, montrent chaque jour qu'il en est réduit au rôle de pompier faussaire, sollicité qu'il est d'intervenir chaque fois que la machine scripturale s'emballe, et il est contraint alors d'utiliser des tours de prestidigitation pour sauver les meubles. L'État moderne n'est plus en mesure de répondre sérieusement à la question monétaire. Dans ce domaine, il ne sert donc plus à rien. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant sur l'éducation? Alors, en termes chiffrés, budget de l'éducation nationale, alors incluant le budget de l'enseignement supérieur et le financement d'écoles privées, s'élève à 100 milliards d'euros, État central plus collectivités locales. Et il y a un personnel estimé à 970 000 personnes, ce qui place ce service largement en tête de tous les services publics soi-disant gratuits de l'État. Un premier élément d'analyse nous est apporté par l'étude du budget de l'État central, et ça fait apparaître deux missions distinctes pour l'enseignement scolaire, le primaire et le secondaire, avec 62 milliards, et pour l'enseignement supérieur, plus la recherche, 25 milliards. Donc, enseignement scolaire, primaire et secondaire, 62 milliards, enseignement supérieur mélangé à la recherche, on verra ce qu'il en est, 25 milliards. Alors, ce distinguo budgétaire, d'abord, interpelle. En fait, il montre clairement que l'État n'entend pas mélanger l'enseignement généraliste et l'enseignement spécialisé. Mais en noyant toutefois le second, c'est-à-dire l'enseignement spécialisé, dans le budget tentaculaire de la recherche pour des raisons qui, à défaut d'être obscures, sont pour le moins discutables quant à leur fondement. Je ne sais pas si on aura le temps de parler. Alors, au final, après avoir soustrait tout ce qui concerne la recherche, c'est moins de 7 milliards qui restent consacrés à l'enseignement supérieur. Ça veut dire quoi? Cet enseignement supérieur
étatique, il est relatif la plupart du temps à des formations théoriques, très peu demandées par les entreprises sur le marché du travail. Autant dire que l'État se désintéresse de la formation supérieure. Il s'en désintéresse. Formation supérieure, pourtant, destinée à alimenter l'économie en cadre opérationnel, et l'État laisse donc le champ libre aux établissements privés et à l'initiative privée, c'est-à-dire à l'oligarchie économique, pour former les pions humains dont elle a besoin via les grandes écoles. L'État semble donc reconnaître ainsi son incompétence en dehors du sphère de la culture théorique, les deux premiers tronçons, alors que paradoxalement, dans le même temps, il revendique quotidiennement son aptitude à guider l'économie du pays. On le verra tout à l'heure dans la mission économie et emploi, ce qui est pour le moins contradictoire. Son immixtion généralisée dans le domaine de l'entreprise, son interventionnisme par le biais de multiples réglementations dans l'organisation du travail, dans la fiscalité des entreprises, la sécurité, l'hygiène, les normes de fabrication, la codification des activités, les procédures, etc., traduisent, en fait, semble-t-il, une volonté d'encadrer toute l'activité économique en relayant son discours paternaliste et garantissant au peuple la bonne marche de la civilisation industrielle, la durabilité de la croissance et l'amélioration permanente de la compétitivité. Mais il ne s'occupe pas de la formation supérieure. Pour ce qui concerne le contenu du seul secteur bien maîtrisé par l'État, c'est-à-dire le tronc commun, jusqu'au bac, de récentes études montrent que les étudiants français se classent pitoyablement pour ce qui concerne les objectifs annoncés par l'article L122-11-1 du Code de l'éducation, concernant notamment la maîtrise de la langue française, la maîtrise de l'orthographe, la pratique d'au moins une langue vivante étrangère, ou les connaissances minimales en histoire et en géographie. Seule, si on en croit les résultats de cette étude, seule la maîtrise des principaux éléments de mathématiques pourrait éventuellement être gratifiée d'une note acceptable. Constat que nous porterons toutefois au crédit essentiel de la loi des grands nombres qui dit que même en le voulant, on ne peut pas parvenir à être nul en tout. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant de la culture? Alors la culture, l'État s'en occupe, bien entendu. On peut dater les prémices d'une politique culturelle de la France, pour la dater au 1er siècle de la monarchie capétienne, qui avait pour objectif de soutenir le développement des beaux-arts. Mais plus récemment, c'est le général de Gaulle qui, en 1959, créa le premier ministère autonome, dirigé par André Malraux pendant 10 ans, chargé non plus de gérer une politique des beaux-arts, mais d'assurer un rôle déterminant de l'État dans la nouvelle mission culturelle de la collectivité. En termes chiffrés, l'évaluation des dépenses publiques affectées à la culture n'est pas chose aisée à additionner. Car il faut prendre en compte, en addition du montant de la mission budgétaire du ministère proprement dit, qui n'est pas très haute, 3,9 milliards, il faut y ajouter les dépenses prises en charge, qui ne sont pas visibles, en étudiant le budget central, les dépenses prises en charge par d'autres ministères, ça fait 3 milliards, tels celui de l'éducation, des affaires étrangères et de la recherche. Et surtout, ajouter celles émanant de l'épais millefeuille des collectivités locales, 7 milliards, soit 14 milliards. Ce budget, objectivement, apparaît assez élevé si nous considérons qu'il représente par exemple le double de celui de la justice, 7 milliards 3, et qu'il avoisine celui des sécurités intérieures, 17 milliards. Bon, en premier temps, on peut qu'être frappé par l'importance de cette dotation de la culture et nous poser la question suivante: ce véritable magot a-t-il permis jusqu'ici de gagner la guerre de la culture? Le soleil d'Austerlitz brille-t-il durablement sur le champ de bataille de la création? On peut en douter, car la situation de la culture française ressemble plutôt à la morne plaine de Waterloo
restant désespérément en friche malgré les efforts dérisoires de ses jardiniers malhabiles. Michel Schneider, directeur de la musique et de la danse au ministère de la Culture de 1988 à 1991, écrit dans La Comédie de la Culture, édition du Seuil, 93, la distinction entre l'art et ce qui est divertissement, décoration, propagande, publicité, bref, la question de tout ce qui est proprement création revient en permanence comme le refoulé du ministère de la Culture. Olivier Donat, pratique culturelle des Français à l'ère numérique. L'auteur, qui est chargé de recherche au département des études, de la prospective et de la statistique du ministère de la Culture, et qui peut être considéré comme le meilleur spécialiste interne de cette question, écrit que le désir de culture fait place maintenant chez les adolescents à un anti-intellectualisme qui sévit aussi chez les enseignants. À tous les niveaux de connaissance, ils sont plus proches du pôle distractif. Ils sont plus enclins à rejeter les patrimoniaux, plus portés à marquer leur préférence pour les formes d'expression sans prétention intellectuelle. Serge Chaumier, professeur d'université, fondé de recherche, estime dans son ouvrage intitulé L'inculture pour tous, édition L'Harmattan 2010, il estime que l'intervention publique devrait s'engager à préserver le patrimoine et à favoriser et à former la demande en développant l'éducation artistique, plutôt qu'en finançant directement la création. Et que sur cette question, de nombreuses analystes pourtant éloignées dans leurs approches semblent se retrouver. Dans les 17 milliards, c'est essentiellement le financement de la création. Ce grand désarroi, ainsi constaté chez la plupart des grands acteurs du cénacle de la culture étatique, témoigne de l'échec manifeste de l'action de ce ministère dans ce domaine, eu égard aux 17 milliards qu'il y engloutit. Cette constatation prouve, s'il en était encore besoin, que l'expression culturelle et la création artistique sont insolubles dans la mixture étatique et que l'art ne se décrète pas. Compte tenu de ça, nous ne saurions trop conseiller à l'État de revoir à la baisse ses ambitions en renommant le ministère de la Culture en ministère du divertissement. Ce qui aurait au moins le mérite de faire tomber le masque d'une imposture trop longtemps dissimulée, soit en le limitant, et c'est plutôt le conseil qu'on formulerait, à son objectif premier, qui est l'entretien du patrimoine, ce qui aurait aussi l'avantage de faire diminuer le déficit public de plusieurs précieux milliards. Après la culture, voyons l'agriculture. Alors l'agriculture, c'est un secteur qui fut longtemps préservé de l'intrusion étatique. Enfin, il fut depuis sa naissance, depuis le néolithique, puisque le néolithique c'est la création de l'agriculture, il y a 10 000 ans. Jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, 1945, à partir de cette date fatidique, on peut affirmer sans exagération que le champ agricole est devenu le terrain de jeu le plus fréquenté par l'État comparé à tous les autres champs de la vie économique et sociale. En un peu moins de 70 ans, le rouleau compresseur étatique a réussi l'exploit de transformer un secteur libre, autonome et individualisé en une véritable machine collective et programmable. Dans le même temps, des agriculteurs astucieux, réactifs aux stimuli naturels, responsables et indépendants, ont été changés en employés incurieux, ignorants du bon sens terrien et serviles encaisseurs de primes. Car il a été décidé, à l'échelle de tout un continent, d'appliquer à l'agriculture le système d'exploitation capitaliste et d'imposer par la force de la loi une métamorphose de toute une profession, ainsi que l'abandon d'une logique professionnelle pourtant historiquement validée. En effet, cette révolution subie ne peut pas être comparée à l'essor de l'industrie, qui, à contrario, a été portée par le libéralisme et l'esprit d'entreprise. Cette révolution est d'essence purement bureaucratique, pour ne pas dire
stalinienne. Quel que soit le jugement que nous pouvons porter sur la situation actuelle de l'agriculture, il est bien important d'avoir à l'esprit que c'est l'État qui maîtrise les principales composantes du secteur, que ce soit les conditions et les niveaux de vie des agriculteurs, que ce soit la qualité des aliments proposés aux consommateurs, que ce soit leur traçabilité, leur prix et d'une façon générale toute l'information liée au domaine agroalimentaire. L'abandon forcé de la polyculture élevage au profit du mode monocultural intensif. Monocultural intensif et productiviste. La soumission de toute une profession aux industriels amont, fabricants de matériel, d'engrais, de produits phytosanitaires. Soumission également aux commerçants aval, grande distribution, import-export. Est l'œuvre magistrale et exclusive de l'État qui, grâce à un cocktail machiavélique de lois contraignantes et de primes incitatives, lois contraignantes et primes incitatives, est parvenu à transformer l'exploitant agricole, homme indépendant, en un fonctionnaire zélé de la politique agricole commune, la PAC, et c'est ainsi que le revenu de l'agriculteur s'est éloigné progressivement de la logique entrepreneuriale pour se rapprocher de la logique salariale, voire du système d'assistanat social. Le niveau moyen de subventionnement de l'agriculture française, qui est publié annuellement par l'INSEE, montre que le soutien au secteur agricole est de 10 milliards d'euros, soit 2,5 milliards d'aides directes, 7 milliards d'aides découplées, pour un chiffre d'affaires global de 60 milliards, ça fait 16%. Si on rapproche ce montant d'aide de 10 milliards, par contre, à la valeur ajoutée, pas au chiffre d'affaires mais au bénéfice, ça fait 30%. On en déduit donc que près du tiers du revenu des agriculteurs est constitué d'allocations de l'État. Le métier d'exploitant agricole, que je connais bien personnellement puisque je l'ai exercé pendant 15 ans, qui, avant intrusion de l'État, consistait simplement à travailler la terre, élever du bétail, labourage et pâturage, s'est transformé après intrusion de l'État en une activité largement consacrée au remplissage de formulaires administratifs, de pointage bancaire des virements du FEGA, Fonds européen agricole garanti. Le temps passé à cette comptabilité s'avère néanmoins extrêmement rentable eu égard aux sommes récupérées et bénéficie d'une rentabilité sans commune mesure avec le temps passé au champ. Sans compter que grâce à la petite merveille bureaucratique un peu technique dénommée découplage, les aides compensatoires européennes sont, depuis 2006, versées uniquement en fonction d'une référence historique, c'est-à-dire moyenne des aides perçues entre 2000 et 2002, et non plus en fonction d'une production à l'hectare, ce qui veut dire que chaque agriculteur touche le même montant, quels que soient les végétaux qu'il cultive sur ses parcelles, même s'il la laisse en jachère. Et que la terminologie de cette affaire, qui s'est longtemps cherchée dans le maquis des dénominations aide, alors aide, prime, allocation, subvention, compensation, soutien, rétribution, a finalement trouvé sa voie, a trouvé son terme, a trouvé son mot, en parfaite cohérence avec le système étatique, dont on parle depuis tout à l'heure, système étatique de déresponsabilisation globale de l'individu. Le mot, c'est droit à. Droit à. Ainsi, en parfaite conformité avec le procédé magique de la Société-Providence, qui métamorphose les devoirs en droit, la mission culturelle du paysan a été remplacée par un droit à paiement unique. DPU, droit à paiement unique. Jachère ou pomme de terre. Venant s'ajouter à la longue liste des droits inaliénables de l'individu, industrialisés, tels le droit à la santé, à la retraite, au logement, au travail, au voyage, à la consommation, à la mer, au ciel bleu et au bonheur. En termes clairs, le principe du découplage signifie que l'exploitant agricole a droit à une rente inconditionnelle de l'État et proportionnelle au nombre d'hectares qu'il possède. Je pense que vous l'aviez compris. Cela se nomme une rente de situation.
Au-delà du jugement sur la validité de l'application forcée du modèle étatique sur un secteur d'activité historiquement géré de façon libérale, il importe surtout d'évaluer les résultats objectifs de cette mainmise de l'État. Bon, il faut voir qu'est-ce que ça donne. Eh bien, la conséquence la plus aveuglante de cet asservissement, c'est la dépendance absolue de l'agriculture étatique à la filière capitalistique des hydrocarbures. Aujourd'hui, l'agriculture, c'est le pétrole. Situation qui serait sans doute tout autre si ce secteur avait gardé son autonomie. Tout autre. Au contraire de la polyculture-élevage, qui optimise le cycle naturel, fournit une fumure organique, pratique la rotation des cultures, l'assolement et minimise les besoins en mécanisation, la monoculture industrielle bouscule la nature, utilise des tonnes d'engrais, utilise des tonnes de fongicides, de pesticides chimiques, fabriqués à partir du gaz et du pétrole, et a recours à des engins toujours plus puissants et gourmands en gasoil pour remuer une terre toujours plus compacte et plus desséchée en vue de sa stérilisation. L'État porte l'entière responsabilité de ce dynamitage de la polyculture-élevage et de l'implantation autoritaire de la monoculture intensive. Ce modèle agraire étatique actuel est inéluctablement voué à l'échec et ne pourra déboucher que sur une stérilisation de l'environnement qui laissera le monde paysan exsangue, démuni et contraint de se reconstruire tout seul. Si nous ajoutons ce triste tableau en prime, les difficultés prévisibles d'approvisionnement des grandes villes par suite de l'inévitable phénomène de relocalisation des productions, c'est un bon zéro pointé que nous attribuerons à l'État pour sa copie agricole, note éliminatoire. Parlons maintenant de l'écologie étatique. Alors l'écologie, faut-il le rappeler, c'est une science qui étudie les lieux et conditions d'existence des êtres vivants et les rapports qu'ils établissent avec leur environnement. Animaux, végétaux, micro-organismes, etc. Alors à ce titre, nous pourrions nous interroger sur les raisons qui ont amené l'État à intervenir dans un domaine pourtant totalement étranger à ses prérogatives historiques. Si demain l'État crée un ministère des mathématiques ou un ministère de la chimie, nous penserions immédiatement à un canular. Et on regarderait le calendrier pour voir si ce n'est pas un poisson d'avril. Mais hélas, l'affaire est sérieuse. Et bien que l'État ne sache pas trop quoi faire avec ce thème et tourne autour du pot depuis 1971, date du premier ministère ad hoc. L'affaire commence à se corser lorsque le capitalisme mondial s'empara du thème pour le transformer en créneau marketing juteux, destiné à sauver la planète d'une soi-disant extinction finale. Dans cette affaire, c'est l'État lui-même qui est invité à financer sur son budget propre toute une gamme de produits spécialement conçus pour sauver la planète et ainsi offrir un marché captif et surprofitable aux oligarques du green business. Et alors, comme il fut jugé nécessaire de sous-tendre cette démarche commerciale par une philosophie nouvelle et généreuse, nous avons assisté à la naissance du fameux concept de développement durable qui, en dépit de son évidente absurdité, puisque le développement n'est pas durable, ce concept fut néanmoins enfoncé dans l'esprit commun grâce à un matraquage politico-publicitaire d'une intensité inégalée. À partir de 2004, l'intrusion de l'État dans la science écologique portera donc le nom à deux particules de développement durable, réalisant ainsi une OPA définitive sur cette discipline. Plus concrètement, est doté d'un budget de 10 milliards, plus important que celui de la justice, l'intervention étatique dans ce domaine qu'elle nomme abusivement l'écologie, qui encore une fois est une science neutre qui étudie les
conditions d'existence des êtres vivants et les relations qu'ils établissent avec leur environnement. L'État poursuit désormais deux objectifs principaux. Le premier, c'est celui-là: satisfaire son commanditaire, l'oligarchie capitaliste, pour ce qui est de ses besoins de développement en économie verte et de commercialisation de produits associés. Deuxième objectif, récupérer politiquement l'opinion populaire inquiète des éventuelles nuisances et incertitudes sur l'avenir générées par la civilisation industrielle. Et pourtant, aujourd'hui, où tous les indicateurs économiques confirment la fin de la croissance dans les pays développés, une révision de l'objectif étatique vers une stagnation durable plutôt qu'un développement durable semblerait plus sérieux. C'est ainsi qu'un État réellement responsable, mais est-ce que c'est possible, un État réellement responsable, appliquant à la lettre la célèbre devise « gouverner, c'est prévoir », devrait plutôt s'inquiéter des dispositions adaptatives à mettre en œuvre face à une décroissance aussi prochaine qu'inéluctable, plutôt que de penser se développer durablement, voire éternellement. C'est ainsi que nous ne saurions trop conseiller à l'État de remplacer son ministère du développement durable par un ministère de l'adaptation à la décroissance. Mais quel gouvernement serait plébiscité sur un tel projet? Électoralement, c'est pas bon. Alors, dernière mission dont on va parler, la mission économie et emploi, que j'ai volontairement gardée pour la fin. La fin pour analyser l'interventionnisme de l'État dans le domaine de l'économie et dans son corollaire l'emploi. Car il me semble que cette activité étatique symbolise à elle seule toutes les inutilités, les erreurs, les incompétences, les inconséquences, bref, la quasi-totalité des tares ataviques caractérisant les multiples intrusions étatiques dans l'espace privé de l'individu agissant. Pour l'État, la tentation de se mêler de la chose productive n'est pas nouvelle, mais elle a trouvé son apogée après les révolutions bourgeoises de la fin du XVIIIe siècle, qui installèrent durablement au pouvoir la caste des marchands, jusqu'à aujourd'hui. Car la mise en place progressive du système de l'État-providence, qui permet, comme nous l'avons vu, rien d'autre chose que de financer la paix sociale pour le compte de l'oligarchie capitaliste, a induit progressivement des effets pervers, pas forcément prévus, dont les politiciens ont dû tenir compte pour assurer leur réélection de façon durable et pouvoir continuer à gérer de façon mercantile. En effet, le peuple, habitué à tout attendre de l'État, se mit à réclamer son intervention chaque fois qu'un dysfonctionnement apparaissait dans la machine économique. Que telle entreprise soit en difficulté, et c'est l'État qui en est tenu pour responsable. Que tel individu soit en difficulté professionnelle, et c'est l'État aussi qui est sollicité pour lui trouver une solution. Et pourtant, s'il est un domaine où l'État actuel échoue dans tout ce qu'il entreprend, pour paraphraser le slogan anarchiste, c'est bien celui de l'économie et de l'emploi. Son maigre budget de 10 milliards d'euros, je dirais presque 10 tout petits milliards d'euros, auxquels il conviendrait toutefois d'ajouter 2 milliards servis par les collectivités locales, est de peu supérieur à celui de l'écologie. Mais il est inférieur à celui de la culture. On l'a vu, 14 milliards. Ces 10 petits milliards témoignent de l'imposture du discours habituel de l'État qui place l'économie et l'emploi en tête de ses préoccupations quotidiennes. La faiblesse de l'effort financier consacré à l'économie et l'emploi cadre mal avec la hauteur des objectifs assignés et annoncés quotidiennement. Préoccupation numéro 1 des citoyens, ce domaine est considéré comme prioritaire par l'opinion publique. Opinion publique qui serait sans doute très surprise de découvrir les chiffres réels de l'enveloppe budgétaire qui lui est consacrée.
Le plus beau fleuron de cette inefficacité fut, vous vous souvenez sans doute, ce fameux savoureux ministère éphémère, ministère du redressement productif de 2012, dirigé par un avocat totalement étranger au monde de l'entreprise, M. Arnaud Montebourg. Ministère de redressement productif, qui évidemment a duré le temps des cerises. Les 10 milliards d'euros de ce budget fantoche ne sont donc là que pour nous faire croire à l'existence de quelque chose. Elles représentent sans doute, sans aucun doute, la somme du budget général la plus authentiquement gaspillée. En conclusion, il apparaît clairement, au vu de tous ces éléments, que l'État joue dans l'économie un simple rôle d'opérette, passablement inutile en termes d'efficacité pratique, mais nécessaire cependant, rendu nécessaire cependant, en tant que leurre détournant les insatisfactions des travailleurs de sa véritable cible, le pouvoir capitaliste. Alors, en conclusion, je dirais de ce réquisitoire contre l'État, conclusion en forme d'espoir positif, parce qu'on vient de voir avec ce survol des principales missions budgétaires de l'État actuel que sous sa forme actuelle est très loin de remplir son rôle qui constitutionnellement est celui de servir le peuple. Tout au contraire, on a pu mettre en lumière, grâce à cet examen détaillé mais assez succinct quand même, son inféodation, l'inféodation de l'État, inféodation à peine masquée, inféodation à l'oligarchie capitaliste qui tient en fait les rênes du pouvoir capitaliste, le pouvoir des marchands, installé depuis la fin du XVIIIe siècle. Ce constat nous amène donc à envisager une profonde réorganisation sociale donnant réellement au peuple, c'est-à-dire à chaque individu, l'usage d'une liberté et la pratique d'une responsabilité maximale, néanmoins compatible avec la composante collective indispensable au bon fonctionnement d'une société humaine. On ne saurait imaginer une société humaine sans une sphère collective. Or, cet État moderne a acquis une telle notoriété qu'il apparaît aujourd'hui comme une évidence incontournable, inéluctable et indiscutable. Privant ainsi de parole, comme par une sorte de loi naturelle s'imposant à chacun, privant ainsi de parole les promoteurs d'idées susceptibles de remettre en question la légitimité et la validité de son existence. Et pourtant, une écrasante majorité des citoyens manifestent quotidiennement leur mécontentement. Mais par une étrangeté du raisonnement, ces citoyens considèrent dans le même temps l'État comme seul recours, l'État, celui-là même qu'ils tiennent pour responsable. Responsable et seul recours. Étrange paradoxe. Dès lors, et par application de cet axiome contradictoire, la situation ne paraît pas permettre d'autre issue que la fuite en avant et l'inflation étatique inéluctable. Alors que faire ? L'équation qui nous intéresse et qui guide toute notre recherche, c'est celle qui définirait un État réellement utile, évoluant dans une configuration non capitalistique. Alors, derrière ce raccourci séduisant, se profile néanmoins une foule de questions. Réduire l'État, oui, mais jusqu'où? Empêcher le capitalisme, oui, mais comment? Faut-il faire ou défaire les lois? Avec quel instrument? Quels services publics? Gratuits ou payants ces services publics? Avec quel financement? Etc., etc., etc. Toute la réflexion sur l'organisation de la sphère collective pose en premier lieu le problème du rôle de l'État et en définitive celui de la démocratie. Dans la démocratie représentative actuelle, l'État cumule tous les pouvoirs. Le pouvoir, d'abord les trois pouvoirs traditionnels, le pouvoir exécutif,
le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Mais il cumule aussi, par l'intermédiaire de ces réseaux, les pouvoirs modernes, celui des médias, notamment. Et nous venons de voir, tout au long de cet audit des différentes missions qu'il exerce, que les dysfonctionnements, pour être euphémique, sont nombreux. Mais des 4 pouvoirs qu'on vient de citer, l'exécutif, le législatif, le judiciaire, le pouvoir des médias, le plus important est sans conteste le pouvoir législatif. Parce que c'est le pouvoir législatif qui détermine les règles de fonctionnement de tous les autres pouvoirs, qui ne sont d'ailleurs en fait que des fonctions. C'est lui qui détermine le niveau, qui va déterminer le niveau de réduction de la liberté, de la liberté individuelle, source première du contrat social. Le contrat social, ça n'est rien d'autre que l'acceptation par tous les individus d'une réduction de leur liberté individuelle pour le bon fonctionnement de la sphère collective. Et c'est le pouvoir législatif qui fixe les règles de cette réduction de la liberté. Alors, compte tenu de ce constat de faillite, le premier résultat de la mise en place d'une vraie démocratie serait donc de délester l'État de son pouvoir législatif, c'est-à-dire de lui ôter toute possibilité d'écrire lui-même les règles du jeu social que le peuple lui confie la tâche de mener. Dans la continuation logique de ce délestage législatif, le rôle de la justice aussi devrait lui être retiré, en application de la logique d'une démocratie qui rendrait au peuple le soin de juger lui-même des litiges entre les individus. Resterait donc dévolu à l'État le seul pouvoir exécutif, c'est-à-dire celui de faire fonctionner les services publics, régaliens ou non, mis en place, ces services publics mis en place dans l'intérêt de la collectivité. Dans cette conception rigoureuse de la démocratie, il est bien entendu que le champ d'intervention de ces services publics serait déterminé par la loi, par le législatif, et que c'est également par la loi qu'il pourrait être modifié, en ajouter d'autres, en retirer certains. Il découle de cette conception que c'est la fonction démocratique qui doit créer l'organe étatique pour mieux la servir, et non pas l'organe étatique qui doit créer la fonction démocratique dans son intérêt propre. Cette vision, c'est cette vision qui débouche sur le concept que je vous livre ce soir, ce concept d'État serviteur du peuple. État serviteur, esclave docile mais également outil incomparable, travaillant comme tout autre opérateur social et obtenant ses revenus par l'effort productif plutôt que par la rente. Et c'est sur ces bases conceptuelles que devrait s'engager une réforme du rôle et du financement de l'État, avec pour objectif dérivé de promouvoir un individu responsable, autonome et lucide. Nouvel individu qui aurait alors réussi à maîtriser le déferlement législatif coercitif, qui réduit sa liberté individuelle au quotidien, et qui aurait enfin domestiqué l'animal étatique pour pouvoir l'affecter à des tâches réellement efficaces. Je vous remercie. Si vous avez des questions, on peut bavarder. Il y a un truc que j'ai pas compris quand tu parles de responsabilité des citoyens. Est-ce que tu serais pour, par exemple, supprimer les aides sociales et remplacer par une sorte de gratuité ou, enfin, qu'est-ce que tu entends par là? Alors, c'est des pistes qui sont lancées. Il n'y a pas de programme là. Bon, c'est-à-dire que l'idée de cet entretien, c'est de faire émerger des questions, bon, de poser des réalités, de voir des choses qui sont paradoxales. Il n'y a pas ensuite, on n'est pas passé à l'écriture. On est à l'analyse critique. C'est un réquisitoire contre l'État. Et c'est, je pense, à partir des interrogations
qui peuvent être acceptés ou pas, hein, qui peuvent être validés ou pas, qui peut être intéressant effectivement de répondre à cette question. Alors, de toute façon, tout est lié. C'est-à-dire qu'on ne peut pas on ne peut pas traiter tout ce qui concerne l'État-providence, on ne peut pas dissocier l'aide sociale des problèmes d'emploi. L'emploi, il faut voir aussi par rapport, si on modifie le capitalisme, l'emploi n'est plus le même. Marx disait le socialisme et le communisme, c'est la fin du salariat. Hein, Marx parlait d'une société avec uniquement des travailleurs indépendants associés. Voilà, donc il y avait la fin des intermédiaires qui était la dictature du prolétariat parce qu'il fallait passer par cette étape, mais l'idéal de Marx c'était une société de travailleurs libres et indépendants. Donc il faut relativiser tout ça. Bon, c'est des pistes pour penser à autre chose. De penser au futur, et que vous n'avez pas abordé le sujet de la recherche et développement, qui est pourtant un domaine de l'État, puisque c'est par exemple le DNV qui a initié CNRS, qui a initié les grandes structures. Vous n'avez pas abordé ce sujet. Comment vous le voyez, s'il vous plaît? Ça, il y a un deuxième thème aussi que vous n'avez pas abordé, qui à mon avis est un enjeu important pour ce 21e siècle. C'est l'énergie. Le rôle de l'État dans le cadre de l'énergie. Ouais. Alors, le rôle de l'État dans la recherche. Si on élève un peu le débat au-delà de l'étude de l'audit des missions, et qu'on voit qu'est-ce que peut faire la sphère collective dans le domaine de la recherche. Vous avez, avant de parler de recherche, vous avez parlé de prévision. Alors, personnellement, moi je pense que l'homme, il n'est pas construit pour prévoir, il est construit pour s'adapter. Si on regarde toute l'histoire humaine, il ne sait pas faire. L'homme ne sait pas prévoir. C'est uniquement depuis ces dernières années, depuis ces dernières dizaines d'années, que l'État s'est mis à dire « je sais prévoir ». L'État voulant être la cristallisation et la synthèse du jeu populaire, il ne l'est pas, et il l'est encore moins en pensant qu'il est aussi la synthèse de l'homo sapiens. L'homo sapiens n'est pas un prévisionniste. Alors, bon, vous m'interrogez, je vous donne mon opinion. Hein. Bon. La capacité numéro 1 de l'homme, c'est l'adaptation. C'est-à-dire qu'il est capable de s'adapter à tout, et lorsqu'il avance, il ne sait pas où il va. Il avance, et puis il voit ce qui se passe et il s'adapte. Et là, c'est un animal incomparable. Je pense, tout au contraire, qu'il commence à piétiner à partir du moment où il se dit « je vais prévoir ce qui va se passer ». Voilà, bon. Alors, pour ce qui concerne la recherche, effectivement, donc c'est la déclinaison, disons, concrète de cette idée. Je pense que il y a énormément de recherches qui n'entrent pas dans la capacité humaine et qui n'est pas serait pas souhaitable de conserver autant de domaines. Aujourd'hui, quand on étudie la programmation de loi de finances et qu'on voit les préambules de chaque mission, avant le descriptif comptable, on a le raisonnement philosophique. Et la recherche, c'est tous azimuts. Le système, disons, le principe gouvernemental de la recherche, c'est on cherche tous azimuts. Voilà. Bon, alors ça, c'est une option. Personnellement, je ne partage pas du tout. D'abord pour la raison que chercher tous azimuts, ça voudrait dire que ça fait partie de la nature humaine et que donc l'État étant représentant de la nature humaine, voilà, la nature humaine, il faudrait plutôt une mission adaptation, c'est-à-dire s'adapter à ce qui va se passer, plutôt que mission recherche. Alors, on cherche tous azimuts, c'est une volonté, c'est un principe que je ne partage absolument pas. Alors ensuite, vous avez parlé d'énergie. L'énergie, j'en parle beaucoup dans d'autres conférences, hein, puisque je m'intéresse beaucoup
au problème de la décroissance, la raréfaction des énergies fossiles et aussi des minerais, puisque la civilisation industrielle, la civilisation métallurgique, c'est l'utilisation conjointe de la matière et de l'énergie. L'État ne fait que courir après les missions qui s'occupent de ça, c'est le ministère de l'Industrie, hein, bon. Et le ministère de l'Industrie ne peut pas faire autre chose que de constater la diminution inéluctable de son carburant, c'est-à-dire des métaux et des ressources énergétiques, et de chercher désespérément comment est-ce qu'on va pouvoir renouveler la matière et comment est-ce qu'on va pouvoir trouver de nouvelles sources d'énergie. Donc oui, il cherche pour le compte du capitalisme, mais dans toute une série d'autres travaux, eh bien j'essaye de démontrer que c'est un mythe de Sisyphe. On n'arrivera pas à trouver les énergies qu'on cherche. De façon inéluctable, nous allons vers une décroissance et vers une réduction de notre capacité industrielle. Donc l'État il fait ce qu'il peut, hein, mais parce qu'il est au service du capitalisme, justement, si le capitalisme n'ayant qu'une vue de profit à court terme et n'ayant pas... on ne sait pas si les oligarques sont réellement conscients qu'ils vont bientôt ne plus avoir de quoi faire marcher leur machine, mais en tout cas pour l'instant c'est eux qui tiennent les rênes du jeu politique et pas ceux qui seraient en capacité de gérer réellement la décroissance. Ouais. Tu as une définition, parce que moi j'ai raté les 5 premières minutes, je l'ai raté, mais est-ce que tu as une définition simple de ce que c'est que l'État? Parce que dans ta conférence, tu parles en fait, à la place de l'État en général, tu parles du fonctionnement et du budget de l'État français, qui est très un peu à part dans les États du monde. Oui, je parle de l'État français, oui. Voilà. En l'occurrence. Et puis tu en parles en mettant à distance un petit peu un capitalisme qui est un peu abstrait aussi, vis-à-vis de l'État, quel rôle et quel lien ils ont entre eux. Du coup, c'est quoi ta définition de l'État? Parce qu'avant, tu finis sur une conclusion un peu étrange pour moi, c'est il faudrait un État au service du peuple. Et ça dépend de la définition que tu lui donnes, parce que là, moi, je ne sais pas bien ce que c'est que l'État en sortant de ta conférence. Oui, alors, voilà, c'est également une excellente question. L'objet de la conférence, c'était le rôle de l'État. C'était pas une... mais c'est intéressant d'en parler. C'était pas une anthropologie de l'État. Hein, qu'est-ce que c'est que l'État? L'État, c'est une entité coercitive qui a un objectif précis. L'État qu'on étudie, c'est l'État actuel. Et l'État actuel, c'est l'entité coercitive qui s'est mise en place après l'Ancien Régime, donc après la période médiévale monarchique. Il n'y a pas d'État avant le capitalisme. Comment? Du coup, il n'y a pas d'État avant le capitalisme. La bourgeoisie. Alors, il y a un autre État. Là, on parle de l'État moderne. L'État moderne. Hein. Alors, effectivement, tu as manqué les premières minutes. J'introduis l'État en parlant de la fameuse anecdote lorsque Louis XIV, en 1655, arrive au Parlement de Paris. On lui dit, voilà, il est à la chasse, et puis son chambellan vient le voir et lui dit, Sire, il y a les députés du Parlement de Paris qui sont en train de parler de l'intérêt de l'État. Parce que le cardinal de Mazarin avait proposé des nouvelles lois de finances,
Et on avait déjà une espèce de petite entité pré-démocratique, c'est le Parlement de Paris, où on n'avait pas des représentants du peuple, hein, mais des nobles avec des charges diverses et qui étaient intronisés en tant que membres de ce Parlement et qui donnaient leur avis. Et les Bourbons avaient pris l'habitude, lorsqu'on avait des lois un peu importantes, de les faire valider par cette espèce de chambre d'enregistrement. Et là, ces députés disent mais ces lois, ben non, on n'est pas tellement d'accord parce que l'intérêt de l'État voudrait que ça soit ça. Bon, je ne me souviens plus exactement du détail précis. Et Louis XIV dit mais bon, c'est pas possible. Il arrive, il rentre presque avec son cheval en habit de chasse et il dit, on ne sait pas si il l'a dit ou pas dit, si c'est apocryphe ou pas. Il dit messieurs, j'entends dire qu'il faut faire ça pour l'intérêt de l'État. L'État, c'est moi. Voilà. Bon. Eh bien, à partir de ce moment-là, alors en fait, il a changé d'avis. 60 ans après, il a mis 60 ans, mais 60 ans après, sur son lit de mort, il a dit « Je meurs, mais l'État durera toujours ». Bon. Donc, il s'était constitué une espèce d'entité supérieure à tout, même au roi. Mais elle était encore, pour l'instant, voilà, ça n'était qu'une idée. À partir de 1789, l'État s'installe comme quelque chose qui émane en principe du peuple, c'est ce qu'on a écrit, mais en fait, c'est la caste des marchands qui prend le pouvoir législatif. Voilà. Bon. Donc, si tu me demandes une définition de l'État moderne, je dirais ça. Je dirais que c'est une entité coercitive au service du capitalisme, c'est-à-dire au service des marchands, donc au service du profit. Et c'est la définition de Marx, quoi. Comment ? C'est la définition de Marx, quoi. Son fondé du pouvoir du capitalisme. Oui, c'est ça. Et c'était quoi alors ? Je préfère dire des marchands plutôt que le capitalisme. Comment ? Du coup, c'était quoi l'État soviétique ? Celui de la Russie, de Brejnev de Brejnev. Ben, bon, pendant les premières années, jusqu'à disons 1924, on avait le centralisme démocratique avec des soviets qui, un comité central, un politburo, puis des soviets qui étaient censés donner leur avis. Hein. Bon, voilà. Je ne parle pas de cette période, je parle de la... Après, on a une. C'est un capitalisme d'État. C'est un capitalisme d'État, puisqu'on a une bureaucratie qui prend les rênes de l'économie. Il n'y a pas de marchands. C'est un capitalisme d'État. Non, c'est une bureaucratie rouge. Il n'y a pas de marchands, il n'y a pas de propriétaire privé encore à ce moment-là. Non, mais le profit, c'est pas. Le système du profit n'est pas forcément lié à la propriété privée des moyens de production. D'accord, mais c'est pas quand même des fondés de pouvoir de bourgeois capitalistes. Non, mais Ça ressemble beaucoup à... la définition de l'État actuel, bon, c'est pas la même que celle qu'on ferait de l'État stalinien. L'État stalinien, c'est pour ça que je suis à la recherche d'une définition un peu générale. Ah ben, quand tu dis après, il faudrait faire c'est un outil coercitif au service d'une caste. Un outil coercitif au service d'une caste. Oui. D'accord. Donc comment ce truc-là peut devenir au service du peuple? Ah mais c'est ça. ça. C'est le vieux problème du marxisme en fait. Mais c'est comment on fait, parce que Marx il avait ce problème-là, il disait on va transformer la nature de l'État pour qu'il dépérisse. L'objectif final c'est qu'il dépérisse. Mais on va transformer sa nature qui est d'être au service d'une minorité, la minorité en l'occurrence bourgeoise, disait lui, en fait, il se trompe, elle est déjà essentiellement bancaire plutôt que marchande, déjà en 48. Ça il est un petit peu en retard dans l'analyse à ce moment-là, c'est à mon avis. Mais peu importe, disons bourgeoise. Après, la bourgeoisie, elle a déjà évolué et elle a continué à évoluer après. C'est plus la bourgeoisie marchande que la fin du 18e ou du début du 19e. Mais disons, l'État qui est une structure qui, par définition, va aller chercher la suprématie d'une petite minorité sur une grande majorité et la renforcer en permanence. C'est une machine qui s'auto-alimente. Lui disait comment on casse ce truc-là, comment on
fera dépérir l'État, c'est en introduisant une forme de dictature idéologique qui sera la dictature du parti prolétariat. Ça, c'était la solution monarchiste. Elle ne marche pas, hein. On l'a vu dans l'histoire. C'était bien, c'était joli, c'était intéressant, il fallait essayer peut-être. Mais en tout cas, ça marche pas. Donc, comment on fait? Tu dis, il faut faire un État au service du peuple. Moi, je veux savoir comment on fait. Alors, l'État, c'est un mot. C'est un mot. L'État, c'est un mot qui peut désigner plusieurs réalités. Bon, pour plus de commodité, on dit l'État. Bon, l'État monarchique, c'est pas le même que l'État que je viens de décrire. C'est pas le même que l'État stalinien. C'est pas le même que l'État serviteur que je préconise. Ce que je préconise, c'est un État qui est au service du peuple, qui est domestiqué. C'est un État qui est un État outil, c'est un État qui gère, en fait, par subsidiarité, tout ce que le peuple directement ne peut pas gérer. Où on pense que le peuple il peut gérer directement la fonction législative, il peut faire les lois. Bon. Il y a deux grandes fonctions, hein, fonction législative, fonction exécutive. Fonction législative, c'est la création de règles abstraites. La fonction exécutive, c'est la mise en œuvre de commandements opérationnels. Bon. L'édiction, la fabrication de règles abstraites, l'État peut le faire avec une multitude d'assemblées, ou une seule, enfin bon, avec des dispositifs qu'il faut étudier. Par contre, pour mettre en œuvre des décisions concrètes, il faut une structure opérationnelle contrôlée par le peuple. Bon. Donc c'est cette idée-là, cette idée d'un État qui n'est investi que de la fonction exécutive. Du coup c'est plus un pouvoir, c'est une fonction. Cette fonction exécutive qui n'agit que dans le cadre de règles précises. Hein. Aujourd'hui, l'exécutif. Bon, je vais prendre un exemple trivial, facile à comprendre. L'exécutif, il veut construire un pont, hein, commandement opérationnel. Ah, zut, il y a une loi qui nous empêche de construire un pont à cet endroit. C'est pas grave, je suis exécutif, mais je maîtrise aussi le législatif, donc je modifie la loi. Et du coup, je peux construire le pont. Voilà, donc voilà l'illustration. Eh bien, dans le système de l'État serviteur, c'est le peuple qui fait les lois, et c'est lui seul qui les fait, et le fonctionnaire exécutif ne peut pas modifier la loi lorsqu'il veut mettre en place un commandement opérationnel et que la loi l'empêche de le faire. Voilà. C'est ça qui change tout. Aujourd'hui, l'exécutif, quand il a un problème législatif, il prend en charge la modification législative afin de pouvoir faire son opération. C'est ça l'idée. Donc c'est un outil. Oui, mais tous les efforts parlementaires ont échoué à faire ça, séparer le législatif de l'exécutif. Enfin bon, de toute façon, c'est échoué. Il faut que le législatif. Il y a deux choses. Le fait que ce soit une caste, c'est une chose. Le fait que le législatif et l'exécutif soient mélangés, c'est une chose qui est différente. On peut très bien avoir une caste, par exemple, qui soit à l'exécutif, bon, et puis le législatif que cette caste n'ait pas accès au législatif. C'est deux choses différentes, ça. Bon, la chose la plus importante, hein, c'est que le législatif et l'exécutif soient réellement séparés. Bon. Oui, mais c'est jamais arrivé. C'est pas parce que ça ne s'est jamais produit, ben, sans doute parce que l'État, justement, est conçu dans la tête de celui qui veut dominer l'État comme étant quelque chose où il faut que l'exécutif et le législatif soient en même temps dans sa main. Ça, c'est la nature. Voilà, bon. Mais voilà pourquoi sans doute ça n'est jamais arrivé. Et c'est pas parce que ça n'est jamais, c'est pas parce qu'on n'a pas d'exemple historique et que il faut s'empêcher de vouloir que ça soit comme ça. Tout à fait. Et ma question reste entière. Qu'est-ce que c'est du coup
cet État qui tout d'un coup deviendrait au service du peuple. Il nous faut une définition un peu plus large et qui dépasse celle non, mais l'État, c'est un ensemble. L'État, c'est l'organisation, collective. Non. Bon. Toute société alors. Comment? Toute société est un État, si tu prends cette définition-là. Bah, à partir du moment où l'homme quitte l'état sauvage, hein, pour reprendre le schéma de Rousseau, et qu'il se met en société, il écrit un contrat social. Bon. Et ce contrat social, il est mis en œuvre, il est mis en musique par des acteurs, et il y a des règles de fonctionnement. Ça, c'est l'État. Et dans cet État, il y a un pan judiciaire, il y a un pan législatif, il y a un pan exécutif. Bon, c'est les trois pouvoirs qu'on décrit. C'est une réalité quand même. Hein. Il y a d'une part faire des lois, c'est quand même quelque chose qu'on comprend bien ce que c'est. Une loi, c'est une règle abstraite. On écrit, si on fait ça, il se passe ça, ou ça, on n'a pas le droit de le faire. Bon, c'est abstrait. Parce que je suis assis, je lis une loi, c'est abstrait. Bon. Par contre, alors l'exécutif, là c'est très concret. L'exécutif, c'est je fabrique un immeuble. Bon, c'est concret. Bon. Et puis il y a le judiciaire. Le judiciaire, c'est on traite les litiges entre les personnes. Voilà. Il y a deux personnes qui ont un litige. Bon. Alors en principe, si on a alors le rôle du pouvoir judiciaire, il est plus ou moins important. En fonction de la façon dont on écrit le législatif. Parce que le judiciaire, il découle, en fait, du droit pénal, et enfin, pas que, parce qu'il y a ce droit commercial, le droit civil, mais le judiciaire découle du droit, donc il découle directement du législatif. Si le législatif est écrit, si les lois sont écrites de façon extrêmement précise, hein, il n'y a presque pas besoin de fonction judiciaire. Presque un robot, un automate. Bon, si on a il suffit de constater l'infraction. Ça, c'est la police. Donc c'est l'exécutif qui constate l'infraction. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on a ajouté un judiciaire? Parce qu'on dirait, mais attends, bon, il y a un délit, une infraction. On a une mission qui relève de l'exécutif qui constate l'infraction. On regarde la loi. Telle infraction, telle sanction, voilà, il n'y a pas besoin du judiciaire. Le judiciaire, simplement quelqu'un qui vient, c'est un acteur de l'exécutif qui confirme la sanction. Il y a le judiciaire parce que les lois prévoient. Voilà, bon, mais c'est tout le débat dans la justice sur l'automaticité des peines. Est-ce qu'on a une justice qui prévoit une personnalisation des infractions? Voilà, bon, ça veut dire que le législatif l'a prévu comme ça. Bon, donc, à la limite, il peut y avoir que deux pouvoirs, le législatif et l'exécutif. Et là, on voit bien comment ça peut se séparer. Ça ne s'est jamais historiquement vraiment fait. Peut-être revoir la République romaine s'il n'y avait pas une séparation politique. Enfin, bref. Séparer les pouvoirs. Législatif, on Mais n'a jamais vu séparer. Oui, mais même pendant la Révolution française. Mais on n'a jamais vu séparer parce que les rapports de force ont fait que il y a toujours eu une caste dominante ou un clan ou un groupe dominant qui a voulu maîtriser la totalité des choses. Donc il a vite compris qu'il fallait qu'il maîtrise à la fois l'exécutif et le législatif. Mais d'un point de vue théorique, il faut séparer l'exécutif et le législatif. Et c'est le but poursuivi, justement. L'idéal poursuivi, c'est qu'il y ait une séparation. Cette séparation, elle est technique. Il n'y a rien qui empêche cette séparation, si ce n'est que l'homme empêche ça. L'homme empêche. Bon, mais sur le papier, on peut le faire. Sur le papier, ouais, mais le papier, on s'en fout. Non, mais. Dans un monde réel. Mais non, mais. Ouais, non, mais. Non, moi, je ne vis pas dans un monde réel. Alors, bon. Non. Le monde réel, c'est pas possible. Donc il faut dire c'est ça qu'on veut et essayer de le faire. C'est qu'on a vraiment l'impression, vous avez posé la question
personnes. Et c'est là où peut-être il y a les paradoxes dont vous avez parlé. Il y a plus qu'un paradoxe, il y a une difficulté que tu définis, que tu illustres très bien, des difficultés à réaliser concrètement cette séparation de l'exécutif et du législatif. Plutôt que de dire on n'a jamais réussi à le faire, il me semble qu'une question plus intéressante est de dire comment est-ce qu'on peut faire. Comment est-ce que ça peut marcher? Si c'est bien deux fonctions séparées. Non mais parce que non mais si, on va être d'accord lorsque tu vas passer en revue, lorsqu'on va passer en revue l'histoire, on va être d'accord pour dire que on n'a jamais, on n'a pas vraiment d'exemple où on ait eu un système politique avec une séparation rigoureuse entre l'exécutif et le législatif. Bon, ça on va être d'accord là-dessus. Après. Si à partir de là on dit c'est pas possible, donc il faut imaginer ce qu'on peut faire de moins mauvais avec un mélange des deux, bon, c'est une réflexion qui je trouve intéressante, mais personnellement qui m'intéresse pas de pousser. Par contre, si on dit, on va essayer de réfléchir pour savoir comment est-ce qu'on peut réaliser cette séparation, voilà, ma recherche elle est là. Bon, et dans le système de démocratie directe que j'ai présenté dans ma conférence, mon bouquin Vers la démocratie directe, c'est encore une fois un système théorique, puisque ça n'a existé nulle part. Il y a des dispositifs. Alors on peut dire, mais ça ne marchera pas parce qu'il y a les hommes. Bon, sur le papier, c'est écrit comment on sépare l'exécutif et le législatif. Comment l'exécutif est contrôlé par le législatif. Comment l'exécutif ne peut pas s'immiscer dans les délibérations et les votations des assemblées citoyennes. C'est écrit. Maintenant, on peut toujours dire, mais ça ne marchera pas parce que les hommes, quand on va leur mettre ça entre les mains, ils vont le dévoyer. Oui, on peut dire ça. Mais si tu écris pas le modèle, qu'est-ce que tu fais alors? Tu n'écris pas le modèle. Non, c'est pas ça. C'est que, y a, par exemple, quand on parle des systèmes de... Alors, c'est les Suisses qui parlent comme ça, ils parlent de démocratie directe. Je ne suis pas d'accord avec le terme. Mais quand tu parles de système comme ça, avec notamment un outil comme le RIC, l'idée, c'est pas la question de savoir si on doit séparer le législatif de l'exécutif, parce que de toute façon, cette séparation paraît impossible. L'idée, c'est de savoir à qui revient le dernier mot. Non, moi, il ne me paraît pas impossible. C'est la souveraineté populaire. Oui. C'est ça la question. Et une fois que tu abordes ça, tu abordes le problème tout à fait différemment. C'est-à-dire que tu laisses l'État à sa place. Oui, mais on peut pas vouloir le changer dans sa nature et dans son fonctionnement et dans sa vocation principale à rester la domination d'une minorité sur une majorité. Et simplement, tu reprends les rênes sur le fait que tu dis, à tout moment, on vient comme censeur. Le peuple. Oui, ce que tu dis, ça valide le système représentatif, et puis tu mets un outil modérateur au milieu, le RIC. Mais tu restes dans un système, représentatif, mais à chaque fois on a un outil de contrôle. C'est une amélioration.